Ok. Donc c'est parti. Donc on est sur le 4e épisode podcast YouTube visible sur Elles osent entreprendre. Et du coup, je suis ravie de pouvoir t'accueillir, Dalila, pour cette 4e. Et du coup, pour ceux qui ne te connaissent pas, si tu peux te présenter vraiment de la façon dont ça te plaît. Donc, Très bien. Bonjour Barbara, merci de m'accueillir pour ce podcast Elles osent entreprendre. Entreprendre, je pense que c'est quelque chose que l'on fait tout au long de sa vie. Et c'est ce que j'ai réalisé tout au long de ma vie. Moi, je suis une femme engagée justement pour la transmission des savoirs et faire en sorte que chacun et chacune puisse grandir dans le monde en étant soi-même. Et donc je suis coach hypnothérapeute, et j'ouvre bientôt mon école de programmation neurolinguistique. Et je suis également déléguée à l'entrepreneuriat des femmes pour promouvoir l'entrepreneuriat des femmes, pour qu'elles s'investissent, qu'elles prennent leur place dans la société. Ça, c'est quelque chose d'important pour moi. Complètement. Je partage. D'accord. Et donc là, comment t'en es devenue à devenir entrepreneur, RE? Qu'est-ce qui t'a amené justement sur cette voie-là? Qu'est-ce qui t'a poussé justement? Est-ce qu'à l'origine, c'est déjà quelque chose que tu voulais faire ou alors c'est... Ah non, pas du tout. En fait, à la base, je voulais être avocate ou magistrate. Puisque la valeur justice, c'est quelque chose d'important chez moi et qui est aussi qui m'a été inculqué dans ma famille. Et j'avais toujours à cœur en fait, d'aider les autres et de réparer les injustices. Et en fait, c'est l'envie d'entreprendre ou plutôt la mise en action de l'entrepreneuriat, il s'est fait de manière, on va dire, inattendue. Je me suis mariée à l'âge de 21 ans et le mari de mes enfants, en fait, avait plutôt une tendance d'entrepreneuriat. Et comme j'avais fait des études, on va dire, en expertise comptable, puisque je n'avais pas pu être avocate ni magistrate. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé en fait à mettre le pied dans l'entrepreneuriat et avec toujours un état d'esprit, on va dire, touche à tout. Donc j'avais créé des entreprises avec lui et en même temps j'étais responsable qualité, responsable du personnel dans une usine de fabrication agroalimentaire. Ok. Voilà comment j'ai touché à l'entrepreneuriat. Donc on a créé des ARL, SCI à l'époque. Il y en a certaines qui ont fonctionné, d'autres qui ont été en échec. Mais voilà, ça fait partie aussi de l'aventure. Ouais, complètement. Et du coup, comment t'en es arrivé à aujourd'hui passer sur tout ce qui est la PNL et justement l'accompagnement des personnes sur ce côté-là, si au départ tu venais de tout ça? Ça, c'est une très bonne question, Barbara, qui me permettra justement de vous partager la notion d'expérience apprenante, en fait. En effet, mariée, ensuite, je me suis séparée du papa et des enfants, et dans ma tête, je pensais que j'allais reprendre toute la gestion, en fait, des entreprises du père de mes enfants, et le divorce ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Une séparation plutôt douloureuse et très, très difficile. Et eh bien, il y a eu un événement de ma vie où j'ai eu en fait un accident du travail qui a causé quelques conséquences assez difficiles sur ma santé. Et là, à un moment donné, la vie vous met au pied du mur, et c'est le cas de le dire, qui vous met au pied du mur, parce que je n'arrivais plus à marcher en fait. Et je me suis dit, il faut que je prenne soin de moi. Un ami m'avait, quelque temps auparavant, donné la carte d'un hypnothérapeute. Il m'avait dit, va le voir, c'est quand même compliqué pour toi de traverser des étapes difficiles. Et comme j'ai été éduquée à plutôt penser à l'autre et pas à moi, je me suis dit, je vais d'abord le proposer à mon fils, qui a refusé catégoriquement. Et voilà, quand j'ai été au pied du mur, je me suis dit, là, je pense que je vais contacter cet hypnothérapeute et je vais prendre soin de moi. Et lorsque j'ai pris rendez-vous avec lui, je lui ai dit mon premier objectif, aidez-moi à être une femme.
Ok. Voilà, je pensais pas parler de ça, mais Ouais. voilà, la question a fait que. Et de ce fait, il m'a accompagnée pendant 2 ans et demi sur différents objectifs que je souhaitais avoir. Les difficultés aussi que je traversais, puisque même dans l'environnement professionnel, à un moment donné, il était question peut-être d'un licenciement qui était prévu, puisqu'il y avait au sein de mon organisme des plans de licenciement et de redressement de la structure. Et je m'étais dit, bien, il va falloir que j'ai un plan B. Et concours de circonstances, l'hypnothérapeute me dit, j'aimerais bien que ce soit toi qui m'accompagne maintenant. Et ça m'a touchée. Et je me suis dit, ok. Et donc, je me suis investie dans une formation de 18 mois. Et puis, la directrice de l'école du CFIP de Bruxelles, Olga Bello-Marquez, qui est aussi un mentor, un sponsor, est venue voir et qui m'a dit, tu accompagnes avec précision, comme de la dentelle, avec humanité. Et j'aimerais que ce soit toi qui développe l'école PNL à Lille. Et voilà, c'est comme ça que je suis arrivée à la PNL, en fait. D'accord. Voilà, par mon propre chemin de vie. Et je suis passée, on va dire, d'une projection, d'une perspective de gérante de société à finalement coach hypnothérapeute et, on va dire, fondatrice de l'école K-Mind. Et parce que du coup, je découvre du coup une partie de ton parcours et je trouve ça fou que... Parce qu'en plus, on sait que 81% des femmes font passer leur état de santé après ceux de leurs proches. Et du coup, ça illustre totalement ce que tu viens d'expliquer, que il faut même que ton fils refuse pour que toi, du coup, tu sois au pied du mur et que tu ailles prendre soin de toi. Exactement. Et en fait, la phrase que tu dis à ton hypnothérapeute, elle est juste incroyable de lui demander ça, en fait. Oui. Et qu'aujourd'hui, c'est ce que tu rends, en fait. C'est via aider l'entrepreneuriat au féminin et via l'école par la PNL. Donc, et en fait, ça me fait penser parce que le fait de dire que le fait de penser à soi, à un moment donné, permet aussi, justement, et qui fait partie justement de tes priorités dans ton caractère, de penser aux autres, qu'à un moment donné, quand tu as fait ça, ça t'a permis, en fait, d'être encore plus performante pour aider les autres. Tout à fait. Donc, je trouve ça incroyable. Voilà. Oui, je pensais pas à cette découverte. Et c'est pour ça aussi que je souhaite accompagner les personnes à déconstruire des croyances qui les limitent. C'est-à-dire que pendant longtemps, la façon dont j'ai été éduquée, et je ne remets pas du tout en question mon éducation, pas du tout, c'est qu'à un moment donné, voilà, on arrive à des stades de notre vie et il est important de déconstruire certaines choses. Je ne pouvais pas passer mon temps à être toujours là pour les autres. Je pense que c'est important d'être là pour soi parce que justement, nous sommes riches de ce que nous sommes. Et c'est important de préserver cette valeur-là parce que cette valeur-là, lorsqu'elle est préservée, elle permet aussi, de la partager à l'autre pour que l'autre prenne conscience de sa propre valeur et qu'il puisse aussi la valoriser et comme un cercle vertueux, partage sa valeur à l'autre et vice-versa, je crois. Et je pense que plus l'humanité a conscience de sa valeur, moins il y aura de conflits dans le monde, en fait. Et plus il y aura déjà de paix à l'intérieur de chaque cœur. Et ça, je pense que ça fera une barrière de lumière à la violence, en fait. Complètement, ouais. Je suis d'accord. Ayant assisté à une conférence de Thomas d'Azinbourg très récemment, qui a exactement cette même idée, en fait, que si on sait qui on est, si on devient soi-même des personnes inspirantes, si on règle les conflits qu'on a à l'intérieur, ça règle automatiquement ceux qu'on a avec les autres. Donc, tout à fait. Et pour ça, il faut prendre du temps pour soi. Donc, oui, c'est ça. Prendre ce temps de réflexion, d'introspection et de travail, si je peux utiliser ce mot-là, sur soi. En fonction de la définition qu'on donne du mot travail. Oui, alors surtout que j'ai appris récemment, le travail venait de tréparium, et signification
comment dirais-je, difficultés. Alors, moi, j'aime beaucoup plutôt la notion de chemin, de parcours pour aller vers la meilleure version de soi-même. Et je trouve que ça, en tout cas pour moi, c'est juste. Et puis le fait de se dire que voilà, on y va pas à pas, un peu comme le chemin de Compostelle quelque part. Il a son utilité. Et je pense qu'en fait, tout au long de notre vie, eh bien, on parcourt le chemin de Compostelle en fait, quel que soit l'endroit. C'est vrai. Et justement, dans ton parcours, dans ton cheminement, quelles ont été les personnes clés ou qui t'ont inspiré? Comme en plus, j'ai assisté à ton atelier sur s'inspirer des rôles modèles, et que je suis totalement en accord avec toi sur le fait que on s'inspire et on se construit aussi par rapport aux rôles modèles qu'on choisit, en partie, ou qui sont sur notre route. Et pour toi, ça a été qui, du coup, ces personnes-là qui t'ont... En fait, il y en a eu plusieurs tout au long de ma vie. Je pense que le premier, la première personne qui m'a beaucoup inspirée, c'est mon papa. Ça, c'est, voilà, au travers de son histoire de vie. Il est venu à l'âge de 26 ans en France, il a démarré de rien et il a construit une famille. Et surtout, c'est en tout cas, il m'a transmis des valeurs, la valeur d'honnêteté, la valeur du travail, et surtout, c'est la valeur de s'améliorer constamment. Il m'a toujours dit, ne te contente pas du premier résultat, continue d'aller plus loin parce que je sais que tu es capable d'aller plus loin. Et ça, enfin voilà, en tout cas, ça m'a guidée. Puis après, il y a comment dirais-je, et des professeurs, hommes et femmes. J'ai souvenir de Madame Betrancourt en 3e, qui savait transmettre la littérature française avec fermeté, mais en même temps avec beaucoup de connaissances. Donc je pense que ça aussi, ça m'a permis d'ouvrir ma curiosité sur la littérature. Et ça, c'est chouette quand on vous insuffle comme ça des graines d'éveil. Ouais. Et parce que la question vient comme ça, mais d'après toi, du coup, qu'est-ce qu'il faudrait du coup pour pouvoir devenir soi-même une personne inspirante? Ah, ça c'est une très bonne question, Barbara. J'ai envie de dire, là, ce qui me vient, c'est les subtiles formules de j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi par rapport à ce que j'ai envie de faire, par rapport à ce qui me met en mouvement. Puisqu'en fait, l'intention, elle sous-tend la volonté. Et quand il y a une volonté à l'intérieur de soi, c'est qu'il y a des valeurs qui ont besoin d'être exprimées ou qui ont besoin d'être engagées. Je vais plutôt te donner un exemple, ça je ne vais pas rester sur cette notion métaphysique en fait. Moi, je ne m'étais pas suffisamment écoutée sur le fait que j'avais besoin d'apprendre, de comprendre et de transmettre. J'étais plutôt orientée sur le fait de faire des choses pour atteindre cet objectif et point barre. Et le fait d'apprendre à me connaître en me disant t'es là pour partager quelque chose et ce qui est important pour moi c'est de faire grandir l'autre. Là, le fait déjà de m'être écoutée, je me suis dit non, ça fait partie de ça, de ce qui est important pour toi. Et donc de ce fait de me dire je vais mettre les étapes en place pour. Et en même temps, d'écouter ce que les autres me renvoient. Et parce que ça permet aussi de grandir. Et quand on écoute ce que l'autre dit, à partir du moment où c'est dans la bienveillance et dans l'intelligence, eh bien on s'enrichit de ça. Donc je pense que c'est régulièrement en fait un va-et-vient entre soi et l'autre. Et dans ce va-et-vient, c'est trouver ce point d'équilibre pour s'épanouir
Et pour ma part, transmettre au monde ce que j'ai envie de transmettre, ce que j'aime bien cette phrase d'Emmanuel Kant qui est agis de telle manière que la maxime de ton action soit érigée en loi universelle. Elle me guide, cette citation-là. Voilà. Merci. Je t'en prie. Alors, je profite de poser ce type de questions vu que, en ayant les compétences que tu as, de pouvoir bénéficier de ton regard et de ton point de vue sur ça. Merci. Au-delà de ton parcours qui est très intéressant et inspirant. En tout cas, moi qui m'inspire beaucoup. Merci. Je bois tes paroles. Et justement, c'est ça que je voulais te demander par rapport à ton parcours. Qu'est-ce qui t'a permis d'oser te lancer, du coup, quand seul dans l'entrepreneuriat, quoi, hein, d'y croire et de faire ce pas et d'oser y aller, d'être... Ouais. Tout à l'heure, je te parlais de cette notion d'écouter, de s'écouter soi. À un moment donné, en tout cas pour moi, il y a comme une voix qui m'appelle, comme un espèce aussi de bascule. Avec mon amie Khadija, que tu connais bien, on avait préparé une conférence pour la journée de la femme. Et on avait trouvé ensemble cette définition de l'audace. La voix, c'est cette audace en fait, c'est l'étincelle, c'est une voix, c'est une étincelle de vie qui te pousse inéluctablement à agir. Et donc j'ai écouté cette voix intérieure qui m'a poussée inéluctablement à dire je vais faire, et peu importe ce qu'on me dit, je fais quand même, et puis on verra ce qui se passera. Et je l'associe à la confiance que j'ai en moi. Et je m'entoure aussi de personnes aussi qui partagent également les mêmes valeurs et qui ont l'état d'esprit entrepreneurial. Ça, c'est aussi important. C'est ce que j'allais te demander justement. Est-ce que ton entourage a changé ? Est-ce que c'est volontairement ou involontairement ? Est-ce que ça a bougé justement où tu fais ce changement, ce gap dans ta vie où tu te lances en entrepreneuriat ? Est-ce que... En fait, les choses, elles se font à la fois naturellement et à la fois la vie t'amène à faire des choix. Naturellement, c'est-à-dire que quand tu décides de t'investir dans un projet, naturellement, tu vas aller chercher les compétences, tu es obligé d'être conseillé pour créer une entreprise, donc tu vas vers les personnes expertes à ce sujet, et donc ça te focalise, tu te formes aussi, donc tu rencontres des personnes, tes formateurs, il y a des groupes, etc. Et puis à un moment donné, il y a des personnes qui vont s'ériger par rapport à ton projet, et là tu te dis, t'as pas le choix que de t'en séparer, quoi, parce que, ou en tout cas de prendre de la distance, parce que... et pour des raisons X ou Y qui leur appartiennent, sans jugement de ma part, elles ne peuvent plus prendre part à ton aventure. Parce qu'en même temps, c'est toi qui vis ton aventure. Ouais, complètement. Et du coup, est-ce que ça implique aussi, ou pour toi, du coup, ça a impliqué des changements même dans ta vie de famille et avec les plus proches, en fait ? Est-ce que dans ta vie de femme, est-ce que toi, tu as ressenti des changements ? Il y a des choses auxquelles tu as dû renoncer ou au contraire, il y a des choses qui se sont ajoutées en plus ? Alors moi, déjà, j'ai la chance d'avoir le soutien de ma famille. Ça, c'est juste génial. Je sais que ton fils, il check si tu as les bonnes tenues. C'est ça, exactement. D'ailleurs, hier soir, quand je lui ai dit que j'avais cette petite interview, il m'a dit « J'espère que tu as bien choisi ta tenue et il faut que tu sois au top, maman. » Donc voilà, j'ai déjà mon fils. Et puis, oui, je suis entourée de mes frères qui me soutiennent énormément. Et en fait, ça a renforcé certains liens. Mais je pense que ce qui a été positif à ce sujet, c'est que j'ai pris le courage de leur expliquer ce qui faisait sens pour moi, ce qui était important pour moi, quelles étaient les valeurs. Et de ce fait, ils ont compris qu'on partageait les mêmes valeurs et ils m'ont dit mais il est important qu'on te soutienne, en fait. C'est important.
Et en effet, évidemment, ça, dans ma vie de famille, j'ai notamment dit à mes enfants, je suis là pour une période donnée, je suis moins disponible. Et ils l'ont compris. Et je pense que, voilà, là, ce qui me vient là, c'est être sincère dans ses démarches et expliquer. Pour moi, la pédagogie, c'est quelque chose qui fait partie du chemin de l'épanouissement. C'est pas se justifier, mais c'est expliquer ses choix, expliquer ses décisions. Et quand on fait ça, on lève le voile des obstacles, en fait. Oui, et puis ça permet même de créer du lien et d'impliquer les gens autour de nous dans l'aventure qu'on a décidé de prendre, de vivre. Et du coup, d'être... c'est un très bon conseil. Merci, voilà. Et justement, toujours autour de la question et de la notion d'oser, parce que tu t'expliquais un peu plus tôt sur le fait que parfois t'as fait des choses et ça n'avait pas réussi, et que des fois ça réussit pas. Et justement, c'est toi, quelle posture t'as eu par rapport à ça, à l'échec, ou même au fait d'avoir peur, et quel conseil du coup donner par rapport à ça sur aujourd'hui, pour les femmes qui sont entrepreneurs, qui voudraient se lancer ou qui se lancent, et où il y a une peur il y a de la peur, quoi, ce sentiment, et en plus qu'est-ce que j'en fais si j'échoue, si ça marche pas. Alors, j'ai plutôt abordé dans un premier temps la notion de peur, et puis après, de quelle manière on rebondit. Selon moi, encore une fois, je suis pas, je suis pas maîtresse en la matière ou quoi que ce soit, mais la peur, déjà, c'est une émotion qui fait partie de nous. Elle est considérée comme un élément physiologique. On a des larmes, elles viennent comme ça, et la peur, voilà, c'est une émotion qui est juste parce que elle vient exprimer notre besoin de sécurité. Donc la peur, voilà. Et on évoquait cette notion d'introspection. Eh bien, quand il y a cette notion de peur, eh bien de se dire, ok, de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour me rassurer, pour me mettre en sécurité. Tout en sachant que dans c'est important de considérer, c'est que quand on est dans l'aventure entrepreneuriale, en aventure entrepreneuriale ou autre chose, c'est qu'il y a une part de risque, où il y a soit part de risque, ou plutôt soit une part, parce que le risque, parfois, ça peut être perçu de manière sous pression. Il y a une part d'inconnu. Et donc l'idée étant, c'est de l'accepter, cet inconnu, l'accueillir en fait. Et donc quand on a peur, dire ok, j'ai peur. Et pour autant, écouter la voix de l'audace, dire et j'ai envie d'y aller. Et donc et j'ai envie d'y aller, et donc et j'ai peur, et bien en même temps, qu'est-ce que je mets en œuvre pour me sécuriser ? Eh bien, ça peut être du soutien, ça peut être de déléguer certaines choses, ou dire, pour l'instant, elle est là, mais je crois en moi, aller chercher à l'intérieur de soi cette super confiance qu'on a très certainement mis en œuvre dans d'autres situations, et donc se connecter à des situations où on a réussi, on dit, allez, hop, je vais chercher mon girl power. Et sur cette notion d'échec, à l'heure actuelle, j'ai plutôt envie d'évoquer la notion d'expérience apprenante que d'échec. D'ailleurs, j'ai lu le livre de Charles Pépin qui disait que l'échec venait de la langue arabe échec et mat. Donc, je ne vois pas trop le lien. Et donc, plutôt une expérience. On a vécu quelque chose à un moment donné ou à un autre qui était important que l'on vive, qui n'a pas abouti au résultat souhaité. Eh bien, quel enseignement j'en tire ? C'est comme tout à l'heure quand je te disais, moi j'étais partie pour gérer les sociétés, et finalement, ça a échoué dans le cadre de ma séparation. Et je me suis dit, stop, qu'est-ce que tu vas faire alors ? Et il a fallu que j'ai cet accident de travail qui m'a amené à un autre chemin.
un chemin qui m'a permis en fait de me découvrir. Et bien là, c'est pareil. Un échec, ça vous permet de vous dire, bon, c'est peut-être plus le chemin que je dois explorer et qu'il y a très certainement un autre chemin ou plusieurs chemins que je vais explorer qui vont m'amener à l'épanouissement de moi-même et donc de ce fait en tout cas à la réussite. Merci. Je t'en prie. Ok. J'ai une autre question. J'ai beaucoup de questions. C'est quoi ton impression, ton expérience, enfin ton analyse vis-à-vis de l'entrepreneuriat féminin? Est-ce que pour toi c'est quelque chose de plus compliqué ou que ça a été sur toi ta propre expérience ou de façon ou même de ce que tu connais des femmes que tu as accompagnées dans l'entrepreneuriat féminin? Est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose qui est plus dur pour une femme et sous quel côté en fait? Là, à l'heure actuelle, c'est un peu difficile d'être sur une posture d'évaluation, tu vois, sur dur ou pas dur. Est-ce que pour toi, en tout cas, tu l'as ressenti comme quelque chose, comme le fait d'être une femme, t'as eu plus d'obstacles ou pour toi, tu l'as pas forcément ressenti comme étant plus difficile parce que tu étais une femme Là, à l'heure actuelle, pour moi, non. Ça n'a pas été difficile pour moi d'être une femme et je veux dire l'utiliser. Enfin, en tout cas, ça n'a pas été un frein. Ouais. C'est plutôt ça. Moi, j'ai envie de dire plutôt que les conditions sont beaucoup plus favorables pour une femme pour entreprendre, parce qu'il y a les réseaux, parce qu'il y a de plus en plus d'accompagnement, parce qu'il y a de plus en plus de femmes, il y a différentes communautés, il y a tout un élan entrepreneurial qui est très présent. Maintenant, je pense que tout à chacun, homme ou femme, tout dépend en fait de son histoire de vie. Et donc de ce fait, ce que moi j'avais envie de partager, c'est une phrase qui m'est venue là comme ça, c'est si tu décides d'être entrepreneur, tu le deviens. Tout est une question en fait. On évoquait cette notion de mindset. Ouais. Si tu fais le choix aligné avec qui tu es, avec tes valeurs et ce qui fait sens pour toi, et que tu le décides, tu programmes ton cerveau à le mettre en œuvre en fait. Et donc le reste suivra. D'où l'utilité aussi de la PNL. Est-ce que ça aide aussi dans ce cas-là? Évidemment, évidemment. Ça a changé ma vie. Ouais. Très clairement, bien sûr. J'ai appris grâce aux outils, aux présupposés de la PNL, aux différents protocoles, parce que c'est ce qui est assez intéressant et magique dans la PNL, c'est que on arrive très vite à changer en fait. Dans le jargon, on dit de passer d'un état problème à un état désiré. Et ça peut se faire en 1h30. Ah oui? Ah oui, bien sûr. Il y a tout un protocole en fait de questionnement. Et donc là, ça s'appelle la phase de recherche de l'objectif. On fait une photographie de l'état problème et de l'état désiré. Et ensuite, on permet à la personne de passer de l'état problème à l'état désiré en identifiant une ressource que la personne a déjà. On lui ancre et hop, c'est parti. Incroyable. Et je pense que c'est ça aussi le plus dans l'entrepreneuriat féminin, c'est qu'on utilise en fait ces choses-là et je pense qu'on a une autre façon de se réunir aussi et de s'entraider et de réseauter qui est différente des hommes mais qui, comme tu l'as dit, si on décide, peut être totalement un plus, être vu comme un plus et pas comme quelque chose de négatif quoi, comme un moins, mais et justement d'utiliser ces outils-là qui sont complètement.
Et c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de partager cette notion de modélisation. Puisque si j'en avais conscience bien avant, je pense qu'il y a certains choix que je n'aurais pas fait, ou peut-être que j'aurais pu amplifier mon action en allant modéliser des personnes qui justement sont dans la réussite. Ok. Et c'est pourquoi j'invite les personnes à aller modéliser, rencontrer des personnes inspirantes, dans les deux sens, hein, même celles qui ont échoué, pour comprendre qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, ça n'a pas abouti. Ouais. Et parfois, ça peut être des circonstances personnelles, mais ça peut être aussi des circonstances extérieures. Oui, complètement. Ouais. Et aussi je sais que par expérience, le fait de rencontrer les personnes et de discuter avec elles et de comprendre leur parcours, ça permet dans un sens alors c'est pas le bon mot, je le cherche encore, mais pas de dédramatiser, mais dans ce sens-là, parce que des fois on se fait une idée des personnes et même au-delà, comme si c'était inatteignable ce qu'elles font, comme si c'était impossible de faire pareil, comme si elles étaient vraiment à un niveau que nous on n'aura jamais, et des fois qu'elles soient accessibles et de se les rendre accessibles, les rencontrer, d'en discuter, ça n'enlève rien à la beauté de leur parcours, mais de dire ok, c'est humain en fait, c'est faisable, ouais. donc ça relève pas du surnaturel. Non, du tout. J'aime beaucoup ce que tu viens de partager. En effet, en fonction de notre histoire de vie, on a des systématismes de projection d'images sur des personnes. Et donc on se construit, on va dire, une pensée, une perception. Et donc de ce fait, on se dit non, mais c'est pas pour moi, etc. Et quand on se donne le courage, quand on écoute cette audace de nous-mêmes en disant mais je vais aller à la rencontre de cette personne, je vais aller aussi explorer qui elle est, comment elle a fait, etc. Et alors on se dit en fait c'est possible aussi pour moi. C'est une manière également de se donner la possibilité de s'autoriser à. L'audace, c'est aussi ça, c'est s'autoriser à devenir dirigeant ou dirigeante. C'est ça. Et bien justement, la question sur laquelle je vais enchaîner, c'est justement, d'après toi, quel autre outil on peut utiliser pour s'autoriser à y croire en soi, s'autoriser à croire que telle chose, elle peut être faite pour nous en fait, que ça relève pas ou même des fois, la problématique aussi qu'ont les femmes, enfin pas toutes mais en partie, c'est même ce rapport à l'argent, de s'autoriser à être ok sur le fait de gagner beaucoup d'argent. Donc comment on peut arriver à débloquer ces choses-là? Encore une question très intéressante, Barbara. Je pense que c'est lié au fait que on a besoin d'être rassuré. Eh bien, là, plutôt de se dire ce que je fais a de la valeur. Et que cette valeur-là, elle mérite, c'est une notion de mérite aussi. C'est travailler le fait que nous méritons d'obtenir une valeur financière qui est à l'égalité, ou en tout cas à la reconnaissance de ce que l'on fait. Et ce qui est intéressant de travailler, c'est se reconnaître soi-même, se considérer soi-même. Si tu te considères toi-même, l'autre va te reconsidérer. Et donc, en effet, c'est s'appliquer, s'inviter à dire qui je suis, quelle valeur je suis, et cette valeur, elle est constitutive de mes expériences, de mes résultats, des formations aussi pour lesquelles je me suis impliquée, des fonctions que j'ai occupées, et donc tout cet agrégat constitue en fait une valeur qui a un poids sur le marché avec une valeur pécuniaire, quoi.
Et des fois, c'est plus difficile pour les femmes qui ont été conditionnées au fait de faire des services gratuitement, pour lesquels il y a beaucoup de travail qu'elles font ou de services qu'elles rendent, comme elles sont tournées, enfin éduquées pour être tournées vers les autres. Donc naturellement, des fois, on a du mal en fait à demander, en fait, à mettre un prix, une valeur sur ce qu'on fait et à dire voilà, ça fera autant, quoi. Donc on a ce rapport-là qui est compliqué à changer autour de l'argent quand on est conditionné à servir les autres et que ça leur coûte rien, que ce soit... En effet, et tout à l'heure j'évoquais cette notion de pédagogie. Peut-être se l'appliquer à soi-même, la pédagogie, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait ma valeur ? J'occupe tel poste, j'ai réalisé telle formation, je suis en capacité de réaliser ça, de faire ça, j'apporte des bénéfices, je permets de prendre ce temps d'analyser toute notre valeur ajoutée et les bénéfices liés à cette valeur ajoutée. Et d'y mettre de ce fait, en fait, une valeur financière. Pas plus tard qu'hier, j'étais en train de faire un devis. Et au départ, j'avais mis 140 € de l'heure, après 143, puis moi je me disais, mais ça suffit là. Je me suis posée, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'apporte ? Qu'est-ce qui va se passer ? Quel bénéfice ? Et en fait, ce que j'ai pris comme réflexe, c'est que je prends le temps de notifier le temps que je passe à réaliser en fait un projet. Chose qu'avant, je ne faisais pas, puisque en effet, j'avais cette mentalité de bénévolat, etc. Oh, je fais, c'est bien. Oh, c'est pas grave. C'est du temps que j'apporte. Non. C'est de l'énergie, c'est de la concentration, c'est de l'intelligence. L'intelligence, elle est le fruit de notre savoir-faire et de notre savoir-être. Et tout ça a une valeur. Du coup, qu'on doit fixer à un moment donné. Exactement. Tout à fait. Et d'où l'utilité, par exemple, de Radija, d'avoir quelqu'un qui s'y connaît bien en chiffres et qui sait calculer même un seuil de rentabilité. C'est ça, complètement. D'ailleurs, c'est ce que j'ai travaillé avec elle récemment. Je lui dis, écoute, pour la formation PNL, là, le tarif, on le positionnerait de quelle manière ? Et elle m'a dit, non mais t'as de la valeur, attends, tu es formé à la PNL, en analyse systémique des stratégies d'organisation, tu es à l'école de philosophie éthique et analyse. Elle dit, là, tu penses pas qu'il y a de la valeur, là ? Et c'est pour ça que merci pour ce partage. C'est important d'être entouré de personnes qui considèrent ta valeur et qui savent poser une valeur et qui t'invitent à te dire, mais tu mérites cette valeur. Et Khadija elle en fait partie. Elle est vraiment très très pro à ce sujet. Ouais. Et j'espère, en tout cas, c'est prévu, je lui ai demandé qu'on fasse aussi une interview. Génial. Comme ça, on peut parler chiffres aussi. Ma dernière question, du coup. Je t'en prie. Qui est la dernière question que je pose à tout le monde. Donc, si on pouvait remonter le temps et que tu pouvais choisir un moment pour rencontrer la Dalila petite, quel moment tu choisirais et quel conseil tu te donnerais, en sachant qu'avec toute l'expérience que tu as accumulée, ce que tu as vécu, ce que tu as appris, tu sais que tu peux remonter le temps, donner un conseil à la Dalila petite qui va lui servir tout le long de sa vie. Qu'est-ce que ce serait comme conseil ? Alors, si je remontais le temps... à quel moment de ma vie Je pense au moment où je passe le baccalauréat et où j'écris ma dissertation de philosophie et je lui dirais crois en toi et sache que la philosophie est un élément indispensable à ta vie puisque dans la terminologie de philosophie, il y a Sophia et la sagesse. Et
c'est cette sagesse-là qui va t'accompagner tout au long de ton chemin de vie. Ok, Voilà. ça marche. Du coup, ton école de PNL, maintenant, elle est ouverte? Oui, C'est fait. c'est fait. Et on peut retrouver toutes les informations où? Alors, on va retrouver toutes les informations sur ma page LinkedIn et sur la Ouais. page K-Mind. Ok. Voilà, et les Du coup, personnes je peuvent... mettrai en lien Ouais, les personnes peuvent aussi me contacter directement pour échanger avec elles sur le contenu, les intentions. Ok. Parce qu'on est dans le secteur de la métropole lilloise, donc il y aura du présentiel. C'est que du présentiel. Que du présentiel, Ah ok. oui, oui. Pour savoir c'est très très important pour moi d'enseigner cette matière en face à face. Il y a une part de communication non verbale qui est très importante et qui est considérée dans la PNL comme de l'information indispensable pour connaître l'autre. Donc, pas de... Ça se fait du coup pas sur de la distanciel. métropole lilloise, Exactement. en présentiel. Tout à fait, exactement, sur Ça l'île. marche, d'accord. Bah, je te remercie pour cet échange. Merci suis à très toi, reconnaissante. Barbara. Alors, écoute, avec grand plaisir. Moi, je suis en gratitude de m'avoir choisie pour être une personne inspirante. Ça me touche. Merci. C'est tout naturel. Je pense qu'il n'y a pas que moi qui le pense. On est beaucoup à le penser. Donc, Merci beaucoup, je te remercie. Barbara. Et je pense qu'on aura d'autres idées et qu'on va renouveler, qu'il y aura de quoi faire. Donc, avec grand plaisir. À se retrouver. Donc, merci à toi. Merci.